Bonjour les quatre maisons, bonjour la bibliothèque. Ah, Moni, Hello, comment vas-tu? ça va? Bien, Ça va, bien. ça va. On voit que le confinement... J'ai pas passé 50 heures, hein. Non, 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 pas possible. Et je vais pas faire le même coup que XNXS à couper À boule à couper zéro. toi-même. Quelle idée. Oula, il y a plein de... Hello. Ah, ah, Ah ben, les quatre maisons, on salue les quatre maisons. Merci de nous suivre. c'est une visite à Liège. C'était Oui, ça. super. Et d'ailleurs, il me tarde d'y retourner et j'ai quelques objets qui attendent, ma collection qui attend de quelques autres objets. Eh oui. D'ailleurs, D'ailleurs, on... le miroir du Reset vient de chez Ah les oui, quatre maisons. Eh oui. ouais, Ah, une premier achat chez eux. Marie, une Marie est Avec... connectée. Oh, coucou Maria. Mais ici, oui, prochain achat chez les quatre maisons, c'est les 7 Horcruxes. On voudra, enfin, je dois les compléter parce qu'on voudrait faire une série de vidéos euh, explicatives sur les 7 Horcruxes. Donc voilà, Donc, nous ici, viendrons à Liège quand le confinement sera fini, hein. ben oui, en espérant que ça sera le plus vite possible, à moins que si c'est possible d'avoir les objets par, En, par la paix. en ligne, par la poste. Il y Ah a... oui, et ouais, Vas-y, vas-y, dis-moi. vas-y, vas-y. Depuis moins de 1 heure, je viens de créer un compte Twitter, donc ceux Ah qui oui. veulent nous suivre sur Twitter. Ah ben, bonne surprise. Eh Ouais. bien, nous, Ah, qu'est-ce que nous dit les quatre maisons? avant qu'on garantisse. Bonjour Rina, bonjour Ben, Samo. à peu près tous Samuel. les objets. Ah, donc ils sont en ligne, on dirait. Bon, Mhm. mais ici, nous avons une question de Eliane qui demande quel est le livre et le film qu'on a préféré. Tu veux d'abord répondre? Moi, j'aime bien Harry Potter et euh, j'aime bien le 4 Mhm. parce qu'il La coupe de il se feu. passe plein de choses différentes. Il y a beaucoup de rebondissements et on Ouais. voit Harry Potter dans l'eau. Oh. Ouais. Et toi, Moon? Et moi, Difficile, bah, difficile. en fait, mon livre préféré quand j'étais plus jeune, c'était, hop là, celui-là, évidemment, le deuxième. Je pense que c'est surtout parce que la présence des, euh, des serpents qui m'a énormément intrigué. Et en fait, le serpent est un de mes animaux préférés. D'ailleurs, ça se voit à peine. Et Dans j'ai Harry ici Potter la ou petite en canne. général? Dans Harry Potter, ouais, mais la présence, c'est dans Harry Potter. Dans Harry Potter 1, il y avait déjà la présence du serpent dans le zoo. Dans le zoo. Et c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, une des scènes aussi les plus symboliques, puisque tout commence par là. C'est par cette scène que le lecteur découvre un peu la magie Magie. qui est présente en Harry. Et donc le serpent endosse vraiment une fonction symbolique très prenante. Et elle est confirmée, cette présence, ce symbole du serpent est vraiment confirmé dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc il est resté vraiment très 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 longtemps un de mes livres préférés. Et d'ailleurs, quand j'étais tout jeune, donc il est sorti, j'avais quoi, 12 ans, et non, même pas 11 ans, j'avais carrément créé une chambre des secrets dans la maison de mes parents. J'avais vidé entièrement un placard qui est incrusté dans les murs
j'avais dessiné un petit serpent sur la poignée. Et donc, c'était devenu ma chambre des secrets. J'avais mis tous mes livres, euh, tous mes objets Harry Potter, mes petits posters. Et ce placard à balai était devenu tellement petit que j'en ai créé un. J'ai créé une autre chambre des secrets dans mon ancienne chambre. J'avais tout simplement avancé Des armoires? des placards, des armoires, Mhm. euh, recouverts ensuite de bois tout autour des armoires pour pas qu'on voit qu'il y avait en fait Autre chose. une, Ouais. quelque chose derrière. Et j'avais vidé ma penderie et j'avais enlevé le mur, enfin Ah, et allez, on savait passer dedans alors. la plaque, c'est ça, la plaque en bois derrière. Et donc, je mettais mes vêtements sur la penderie et puis quand je voulais, hop, je les écartais et je rentrais dans ma chambre des secrets. C'est trop chouette ça. Ça pourra Donc, peut-être le donner 2. des idées à certaines personnes. Ben oui, oui, d'ailleurs, on devrait peut-être faire une vidéo sur ça. Oui. Dommage que j'ai détruit cette chambre des secrets. Et bon, voilà, elle s'accumulait d'araignées et toutes sortes de bestioles. Donc, alors, on a beaucoup Il y a une Lo qui dit coucou Alex et Lucie. Salut. Euh, Ah, c'est Lo. D'accord, ça fait longtemps. Coucou, Sorette. ah, vous me connaissez apparemment. Il y a Lo qui dit... non, Eliane qui dit le 4, pas mal, ouais. Le 2, c'est pas mon préféré, mais il est toujours cool à regarder et à lire. Alors, il y a Rina. Moi, le 3, car il y a un tournant, ça devient plus noir. Ils deviennent plus grands aussi, moins gamins. Ouais. Et alors, on dit que c'est trop classe ton idée d'armoire, Mouni. Ah Dommage que j'ai pas fait de photo. Oh si, en fait, il y a une photo, mais une photo, ouf, il faut que je la retrouve en fait. Une vieille photo. Oh oh, je pense que je sais où elle est. Mais sinon, c'est vrai que ici j'ai parlé de mon livre préféré, Oui. mais mon film préféré, pour moi, c'est le 6. Ah. Harry Potter 6, c'est vraiment mon film préféré. Pour la poésie de l'image, une image un peu bleue tout au long du film. Pour une scène coupée que j'adore, la scène coupée où on voit la chorale qui chante au moment où Drago prépare de tuer Dumbledore. Le 6 c'est vraiment un de mes livres, de mes films préférés. Ouais, il faut que je retrouve cette photo. Hein. Et quand on la retrouve, on pourra peut-être la poster. Oh Ah, la retrouver. J'ai trouvé. Ah. Bon, Alors, pas. c'était pas difficile à retrouver, c'était dans mon album Harry Potter. Harry Potter. Et alors, attention, on va la poster, mais... Oh. Oh. Alors, Ah, donc là, ici, on voit le placard ouvert. Ah oui. Et alors, bon, bah, vous pouvez admirer, je suis en train de lire évidemment Harry Potter 2. Ah. Comme il était mignon, Mouni, quand il était petit. Avec mes petits objets. Oh. Eh ouais, eh ben... On la postera. Mais là-dedans, il y a une quantité de photos compromettantes sur toutes les activités Harry Potter. Ah, il y en a qui disent que t'es trop chou. Bon, bah. Ah bon? Et plus maintenant, peut-être. Ben... Ah, les 4 maisons dit que le 6e film, c'est aussi leur préféré. Bah oui, hein, c'est le meilleur. Aïe, aïe, aïe. Il y a une question qui demande si Mouni vit toujours chez ses parents. Alors non, Mouni ne vit plus chez ses parents. Par contre... Merci, Marie. Par contre, les vidéos sont tournées chez ses parents parce qu'il vit dans un petit 15 mètres carrés.
Chronologiquement. Ah oui, non. En fait, par rapport au livre, non. En fait, oui, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est celui qui m'a le plus déçu et celui que j'ai préféré. Il m'a le plus déçu parce que je m'attendais à avoir vraiment la vie, tout le passé de Voldemort, oui. Et malheureusement, on a rien eu de tout ça. Je m'attendais à voir la mère de Voldemort, Merope et la famille Gaunt. Donc oui, ça c'est extrêmement décevant. Mais voilà, je parle vraiment d'un point de vue cinématographique. Si on ne tient pas compte du livre, qu'on prend le film pour ce qu'il est, euh, le 6, mais le 7 1 et 7 2, ce sont mes films préférés d'un point de vue vraiment de l'image. Ah, bonjour Guillaume. Donc je préviens, Guillaume, C'est celui qui a c'est fait le dessin. Ouais. celui qui a fait le dessin. Qui est dans notre décor, du coup. Yes. On a Ah, bah oui, Quatre Maisons est d'accord. Ouais. On a une question. Est-ce que Harry est le vrai Oui. héros ou un voleur de vedettes? Ah, qui a posé cette question? C'est Marie. Marie. Ben, savoir si Harry est un héros, c'est difficile à dire en fait. En fait, je pense que Harry, sans tout le reste, sans tous les autres personnages et sans les circonstances, est-ce qu'il aurait vraiment été aussi courageux, aussi important? Je sais pas. En fait, les deux personnages principaux, si on peut dire, c'est principalement Dumbledore et Voldemort. C'est un peu comme si, métaphoriquement, c'était les deux joueurs d'échecs qui jouent l'un contre l'autre. Il y a un lien très très fort entre Dumbledore et Voldemort, et ça c'est dit dès le début. Dès le début, on, on explique que Voldemort, la seule personne qu'il craint, c'est Dumbledore. Donc tout tourne autour de ces deux personnages. Maintenant, pour la génération donc des élèves, moi je dirais que l'un des personnages les plus importants, c'est sans doute Neville. Neville Londubat. Et beaucoup de Potterheads sont d'accord. Neville est l'un des personnages qui a le plus évolué, qui a le plus, euh, qui a le plus acquis de sagesse. Neville, c'est celui qui apprend les botaniques, qui est fan des plantes. C'est quelqu'un qui connaît la vie, qui sait comment, voilà, qui sait les choses matérielles, qui n'est pas dans de l'abstrait total. C'est celui qui est un peu empoté, mais c'est aussi grâce à lui que Nagini est définitivement détruit. Donc voilà, il y a toute une symbolique. Ça mérite, en fait, ça mériterait une vidéo entière juste sur Neville Londubat et ça sera de toute façon, ce sera très certainement le cas. On va penser dans peu de temps faire une vidéo que sur Neville. Donc voilà, cette question est intéressante. Elle soulève beaucoup de questions, d'autres questions et on en reparlera. Merci en tout cas. Il y a une abonnée qui est d'accord pour la vidéo avec Neville. Et est-ce qu'il y a l'une ou l'autre chose sur laquelle elle voudrait qu'on parle plus que d'autres sur Neville? Des aspects de sa vie? Alors, la prophétie installe le doute, d'ailleurs. Oui, tout à fait. La prophétie installe le doute, oui. Ben, c'est ça qui est fort en fait. Que l'auteur elle-même euh, laisse un peu une ambiguïté dans l'interprétation de cette prophétie. Et finalement, Harry est l'élu pour une simple raison, c'est que Voldemort a donné du crédit à cette prophétie. Il n'aurait pas tenu compte de cette prophétie. Rien de tout cela ne serait passé. Donc, en effet, Neville aurait très bien pu être Harry Potter. Maintenant, symboliquement, je pense que Voldemort s'est vraiment tourné vers Harry parce qu'il s'est identifié
Harry est un peu son alter ego. Il s'identifie en tant que sang mêlé aussi, donc ayant du sang moldu. Et donc Neville, lui, ne correspondait pas, il ne pouvait pas s'identifier puisque toute sa famille, il vient d'une famille de sorciers. Et donc Voldemort n'a pas pu faire une projection identitaire de tout ce qu'il haït dans cet enfant. C'est pour ça qu'il a choisi Harry plutôt que Neville, selon moi. Donc voilà. Ça sera le sujet d'une vidéo. Oui, c'est ça. Alors, ici, nous avons une question. Ah, oui, oui, oui. D'où viennent toutes ces références, bien que nous en ayons qu'une partie de... Et alors, qui a posé cette question? Les 4 maisons. Ah. Donc, d'où nous viennent toutes ces références? Ben, oui. En fait, ça sera. Dans une Pour ça, il faut vidéo. voir il faut voir ma bibliothèque en fait. Donc ici, j'ai évidemment la partie que je montre dans les vidéos, mais attends, je vais mettre hop en arrière. Hop. Donc ici, j'ai évidemment toute une série. Oui. Oui, ce qu'on ne voit évidemment pas. J'ai toute une série de livres. Hop là, toute une série de livres qui parlent d'Harry Potter. Donc des sources. Il y a des sources qui sont puisées là-dedans. Donc voilà, j'ai par exemple Harry Potter et les sciences et la science. Alors un petit livre d'un petit fan, Le monde magique d'Harry Potter, de J.K. Rowling. Voilà, La magie révélée. Ah. Alors je dis, tout ne vient pas de là, mais voilà, ça pourrait être des références. Mais vous inquiétez pas, je les mettrai progressivement, je vais en parler. Alors ça, c'est une référence incontournable selon moi, Le monde antique d'Harry Potter, par Blandine Le Calais. Donc ça, c'est vraiment une encyclopédie, mais c'est déjà assez connu. Hein, donc tous les éléments significatifs se retrouvent ici, avec une explication vraiment sur le monde antique, donc les explications, les références aux mythes et légendes. Donc voilà, ça c'est un livre que je conseille. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Bon, intéressant, c'est beaucoup dire. Ça, c'est sympathique, mais bon. Ici, ça c'est plus d'un point de vue ésotérique, je dirais, ou symbolique. Donc ça, c'est aussi une référence importante. Et sinon, hop là, je remets ma caméra. Sinon, des références. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Marie qui dit qu'on devrait faire une vidéo sur nos livres. Mais en fait, ouais, c'est prévu. On va faire des vidéos où on va expliquer, on va prendre les livres importants pour qui nous aident dans nos vidéos et on va en parler vraiment beaucoup plus longuement. Ici, je l'ai montré vite fait, mais on va faire ça. On va faire ça très bien. Enfin, on va essayer de faire ça très bien pour que vous puissiez. Et sinon, d'autres références, c'est tout simplement. Moi, j'ai fait des études je suis diplômé en faculté de philosophie, arts et lettres à l'université de Louvain. Donc voilà, j'ai tout un bagage scientifique. Ma bibliothèque, donc là j'ai montré que ma bibliothèque de Harry Potter, mais j'ai une bibliothèque immense, plus que conséquent, juste d'ouvrages de philosophie, de symbolisme. Donc voilà, c'est une partie de mes références viennent de livres, de dictionnaires, d'encyclopédies, voilà. Je dis déjà bonjour à Isaline qui nous a rejoint. El famoso. El famoso. Et un long message.
Nous avons aussi une autre question. Personne n'a remarqué la construction de la chambre des secrets. C'est quoi la question? Euh, Pourquoi personne n'a remarqué la construction de la chambre des secrets? Ah ben, bonne question. Moi, quand j'ai construit ma chambre des secrets dans ma chambre, tout le monde dans la famille était au courant. Hmm. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Ben, dans la mesure où la salle sur demande, euh, probablement créée par Rowan Asserdaigle, a été faite sans que personne ne le sache, je suppose que avec un peu de magie, tout est possible. La magie. Maintenant, maintenant, il me semble que la chambre des secrets utilise les canalisations du château. Donc, elle a très bien pu être construite après coup dans, je sais pas moi, les égouts, le traitement des eaux usées. C'est un peu dégueulasse, hein. Mais maintenant, avec un petit sortilège, hop, on nettoie tout ça, on règle tout ça et on rajoute une petite pièce. Là, je devrais faire ça avec les égouts chez nous. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à se rassembler là alors. Ah, ah, ah. Comment considérez-vous Drago Malfoy? Alors Drago Malfoy, le personnage du film ou Drago Malfoy tel qu'il est traité dans les livres? Ça c'est une. Parce que dans les films, il m'a l'air très sympathique et moi j'adore Et l'acteur aussi, mignon. donc oui, j'aurais Surtout quand il- préféré que Hermione sorte avec Drago Malfoy à la fin, mais non, mais Drago Malfoy, sinon tel qu'il est traité dans les livres, il est horrible, il est exécrable. Donc difficile. Oui, dans les livres, elle précise. Ouais. Maintenant, c'est vrai que dans Harry Potter 6, il est vachement touchant. Donc, il commence à montrer des signes de faiblesse, il se sent un peu dépassé par ses propres actes. Il prend conscience de beaucoup de choses. Il grandit énormément, donc ça c'est cool. C'est un personnage bien traité, je pense, et qui est bien rendu par l'acteur. Ah oui. Et donc on est tous contents que Harry l'ait sauvé à la fin dans Harry Potter 7. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est quand même un personnage. Lui aussi, c'est un peu une espèce d'alter ego avec, par rapport à Harry. C'est quand même dans Harry Potter 1, ils se retrouvent tous les deux ensemble dans la forêt interdite Dans, lorsqu'ils rencontrent. Comment? dans notre vidéo, on le voit. Oui, c'est vrai, on en parle. Donc, si vous ne l'avez pas encore On... vu, la vidéo sur la forêt interdite. Donc oui, ils vont ensemble dans la forêt interdite. Lorsque Harry rencontre pour la première fois Lord Voldemort, pour l'instant, il ne sait pas qui c'est. Tout ce qu'il sait, c'est une espèce de silhouette encapuchonnée, un peu comme la mort elle-même. Et tu as Harry qui est pétrifié, il n'arrive plus à bouger, et Drago qui, lui, s'enfuit. Donc, voilà, c'est comme euh, deux attitudes différentes face à la mort. Et j'aime bien le fait qu'ils soient ensemble dans cette première incursion dans la forêt interdite. bon, Ouais. non. Oui, l'influence de la famille. Ben, en fait, Drago, c'est un peu l'inverse de Harry. Harry n'a pratiquement aucune influence de sa famille puisqu'il la découvre en même temps que le lecteur, puisque ses oncles et sa tante l'interdit de poser des questions. C'est la règle numéro 1 chez les Dursley, c'est de ne poser aucune question, puisque les questions, c'est en posant des questions qu'on s'émancipe, qu'on commence à s'émanciper intellectuellement, commencer à réfléchir sur la vie et tout. Ne pas poser de questions est un signe d'immaturité émotionnelle. Et donc voilà, il découvre sa famille au fur et à mesure, petit à petit. Et d'abord, il a une image idéalisée de son père, qui sera évidemment, comme on le sait tous, un peu
détruite au fur et à mesure de la série. Alors que Drago, lui, il a une image de son père tout aussi idéalisée. Et parce qu'ils sont dans l'apparence, dans l'illusion de la puissance et de la dominance, de la domination. Et donc oui, Drago est un peu imbibé de ça depuis tout petit. Il n'a pas eu la chance de pouvoir faire ses propres choix. Et ce n'est que lorsqu'il est trop tard, lorsque dans Harry Potter 6, il se retrouve confronté à quelque chose qu'il ne peut pas réaliser, il s'en rend compte, tuer Dumbledore. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est trop tard et qu'il n'a plus le choix. Il voudrait faire marche arrière, je le pense, mais il ne pourrait tout simplement pas parce qu'il n'a pas pris cette indépendance émotionnelle, cette émancipation, et donc marque d'une allez, comment dire, d'une faiblesse émotionnelle ou d'un manque de maturité émotionnelle. Donc voilà, c'est assez touchant comment on voit ce personnage est torturé et se rend compte qu'il a fait tous les mauvais choix. Je sais pas, ça méritera une autre vidéo. Oui. Donc nous avons Neville, nous avons Drago. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Il y avait la chambre des secrets, mais bon. Ah oui, la chambre des secrets. Ouf. Attention, hein. Ouais, on va faire ça. Tu prends note, hein? Je note. Bonjour à Charline et Maël qui viennent de nous rejoindre. Coucou. N'hésitez pas à poser des questions, hein. On en répond en direct, évidemment. N'est-ce pas? N'est-ce pas donc? La prochaine question, c'est pour toi, d'accord, Phoenix? C'est toi le cerveau. Hello, Charline. Phoenix, voyons. Et Alex. Non, Alex? Qui est Alex? c'est Alex. Il ne connaît pas Alex. Et sinon, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Qu'est-ce que je fais pendant le confinement? Oui. J'écris. J'écris énormément. En fait, Harry Potter? Oh, sans doute, oui. Qui sait? Je lis aussi. Oui. Comment? Non, je dis bonjour à Caroline Boucher qui vient de nous rejoindre. Oui, le confinement, sacré confinement. Ben, c'est l'occasion de relire ces classiques aussi. Là, j'ai terminé. Enfin, je suis en pleine lecture de plusieurs œuvres très intéressantes. Par exemple, ben, je les ai pas ici, mais je sais pas si certains ont entendu parler du Passeur, Le Passeur, de Lois Lower. Et donc c'est toute une tétralogie très symbolique sur des sociétés dystopiques. Voilà. Sinon, je lis aussi les enfants orphelins, les désastreuses aventures des enfants Baudelaire, des orphelins Baudelaire. Des orphelins, ouais. Donc il y a une série sur Netflix, mais la série de livres est extraordinaire aussi. Donc je lis ça. Je lis pas Harry Potter pour l'instant, c'est bizarre. Non, en fait. Ouais. J'ai acheté ça dernièrement, le dernier Harry Potter illustré. J'en suis plus ou moins à un quart, mais il est très lourd. Donc pour le mettre dans mon sac, c'est un peu difficile. Mais ça, il faudrait que faut que je le continue parce qu'il est vraiment très chouette. Ah, on a une petite question pour Phoenix. Attends, parce qu'il y a plein de gens qui... De Marie. De quel personnage te sens-tu le plus proche? Je dirais Luna. Parce qu'elle est un peu... Enfin, je sais pas. J'aime bien son attitude, sa façon d'être comme ça, très mystérieuse. Vraiment léger comme ça. Elle se casse pas la tête. J'aime bien. Aussi, j'aime bien son style dans le film, du coup. Bon, voilà. Ah, une autre question pour toi, Phoenix. On sait que Ginny kiffe Harry depuis le début, mais Harry, lui, au début, ne s'intéresse pas à elle. D'où vient ce retournement de situation? Ça, c'est une question pour toi.
Ah. Hmm. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Harry? D'ailleurs, ils sortent ensemble officiellement à partir de Harry Potter 6, hein, lorsque, Hein. en fait, ouais, ben, je sais pas pourquoi. En fait, au début, dans Harry Potter 2, Ginny n'est pas vrai, elle ne kiffe pas vraiment Harry. Elle est surtout elle l'adule. C'est un idole, quoi. Idole. Et ce sentiment est exacerbé par le, le journal de Tom Jedusor. Et donc Harry est plus une idole. On aime tous des idoles, par exemple. Enfin, je vais pas donner d'exemple, mais on On a s'est tous une tous star. imaginé sortir avec une grande star quand on était jeune, quand on était adolescent. Effectivement. Donc c'est pas vraiment, voilà, c'est pas un amour très profond. Et d'ailleurs, Ginny va sortir avec d'autres gars entre temps. Mais par contre, ce qui se passe dans la tête de Harry, c'est hmm, ils sortent lorsque Harry explorera un peu le côté obscur de sa personnalité, lorsqu'il il porte beaucoup d'attention à son livre des potions, le livre du prince de Sang-Mêlé, et il commence un peu à perdre les pédales, après perdre la raison. Il, il va jusqu'à attaquer Drago Malfoy avec un sortilège dont il ignore tout. Et donc il fait une incursion rapide dans les forces des ténèbres. Et ça le déconnecte complètement de sa personnalité à lui, qui est une personne honnête, euh, généreuse et tout ça. Il va tomber dans la facilité. Et lorsqu'il va se rendre compte que ce livre est horriblement mauvais, il va essayer de le cacher. Et, mais les torts seront que il pourra plus jouer au Quidditch puisqu'il sera puni par Rogue. Tout ça, c'est dans les livres, c'est pas dans les films. Il sera puni. Et donc, vu qu'il est l'attrapeur de l'équipe de Quidditch, celle qui va prendre sa relève, c'est Ginny. Ginny va devenir attrapeuse. Et, et il s'avère que elle est en fait une très très bonne attrapeuse. Et symboliquement, le rôle de l'attrapeur est très important dans Harry Potter. On va faire également une vidéo sur le Quidditch. Et donc le fait qu'elle soit à ce point douée en tant qu'attrapeuse, et elle a battu, il me semble, Cho Chang, contre Serre d'Aigle, le fait qu'elle ait ce talent d'attrapeuse, il y a dû se passer quelque chose. Et c'est là où Harry, je sais pas moi, a dû avoir une révélation, puisque c'est à la fin, lorsqu'ils ont gagné le match, que Ginny et Harry s'embrassent pour la première fois. Donc symboliquement, il doit y avoir un petit truc là. Et pas comme dans le film où c'est dans la salle sur demande, une scène très bizarre d'ailleurs, où Ginny embrasse Harry comme ça. C'est assez étrange comme scène, et ça, d'ailleurs, c'est pas du tout naturel, et ça se ressent. Et ça a été d'ailleurs une scène très difficile à tourner. Euh, les acteurs d'Harry et Ginny disaient qu'ils ont dû la faire une trentaine de fois parce voilà, ils se connaissent depuis qu'ils ont 11 ans, 10 ans pour Ginny, et donc le fait de devoir s'embrasser, c'est un peu bizarre. Et c'est le même sentiment qu'on a dans cette scène, c'est que on n'a pas envie qu'ils s'embrassent. C'est bizarre, mais on trouve pas ça naturel. Donc c'est pas très bien rendu dans le livre, dans le film. Bon, encore une fois, je réponds beaucoup trop longuement aux questions. Hein. Question suivante. De Maël. Sort de protection lance. Les sorts de protection lancés au Square Grimmauld, surtout celui de Dumbledore, représentent quelque chose. Ah ouais. Alors, évidemment, celui du... Donc, si je comprends bien, c'est le sortilège où Voldemort réapparaît en fantôme. Alors, si ça représente quelque chose, ben, si la question est posée, c'est que ça représente quelque chose. À partir du moment, dans un livre ou dans un film, un élément attire notre attention et nous fait voyager ailleurs, nous fait penser à quelque chose d'autre, c'est que forcément, cet élément-là est significatif. C'est qu'il ramène à des choses refoulées, des images, des souvenirs refoulés. Et donc, un symbole permet
la, 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 euh, comment dire, l'émergence de tous ces souvenirs. Et donc, oui, ça signifie quelque chose. Quoi? Je ne saurais pas encore dire. Je n'y ai pas réfléchi. Donc, je vais me pencher sur la question. C'est une très bonne question d'ailleurs. Tu notes toutes les questions, Phoenix? Parce que je peux les noter, hein? Non, non, t'inquiète. Je vais les noter. Je Je note. vais les noter. Mais ça, c'est vrai que c'est une super... Ah, génial. C'est vraiment une super question, ça. J'y avais pas pensé. Ouais. Cool. Merci. Merci, Maëlle. Une connaisseuse ici. Pourquoi tout est écrit à l'envers dans la couverture des livres? Ah là là, Guillaume, Guillaume. Oui, c'est quand t'as montré ton livre comme ça. Les Royaumes du Nord. Ah oui. Philippe Pullman. Oui, j'adore. Pour les 4 maisons. Bonne réponse de Marie. J'adore Luna aussi. Vos lunettes ont un rapport avec celles d'Harry. Alors, Caroline, qui c'est? Alors, ben oui, sans doute. C'est vrai qu'on a Moi, tous je les trouve deux que des. Moody, ça lui donne un petit style comme ça. Moi, j'ai la Oui. cicatrice. Ah, montre Et lui, ta cicatrice. Moi, j'ai pas de cicatrice. j'ai la cicatrice. On voit pas très. On voit pas très bien. Ouais. Et d'ailleurs, elle Là. doit cette cicatrice à moi. C'est moi qui lui ai fait cette cicatrice. Et J'en oui. suis très fier. C'est horrible. Elle avait même pas. T'avais quoi, 2 ans? 4 ans, un truc. L'avantage, c'est qu'elle s'en souvient pas de cet acte. Moi, je m'en souviens très bien et ça lui sert aujourd'hui. Ce personnage qui m'a obnubilé, Ginny, donc les 4 maisons de Ginny, ce personnage qui m'a obnubilé, ma préférence littéraire, littéralement. Bonjour Thibaut. Alors, Guillaume nous demande Est-ce que s'il y a un confinement cette année à Poudlard. Ben oui, évidemment. Tout le monde est en confinement. Ouais. Tout le monde est en confinement. Ben moi, j'aurais préféré être confiné à Poudlard. Dommage que j'ai fini ma scolarité là-bas depuis longtemps. Et mais oui. Tu étais je dans quelle suppose. maison d'ailleurs, Mouni? Tu me demandes ça à moi? Les gens ne le savent. Oui, c'est vrai. J'étais chez Fer d'Aigle. Et toi? Moi, Gryffondor, voyons. On veut une explication sur Phoenix. une explication de Phoenix. Ben oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Réponds aux questions. Donc Thibaut veut que tu répondes aux questions à partir de maintenant. Alors, Thibaut m'avait aussi envoyé un message en privé, tu sais quoi? comment est-ce qu'il connaît ton message privé, toi? Ben, sur Lumos. Ah. Lumos. En me demandant Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? un live tout nu. J'ai Tout nu dit, à et tout voir, bronzé, je suppose. à voir. Ah, Alors bon, ça tombe bien. commençons. Alors, selon vous, à quel moment peut-on être considéré comme Potterhead? Ben, Quand tu te considères toi-même. connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Yes. Alors, ben, réponds peut-être d'abord et on verra bien. Moi? Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait l'approbation des gens ou quoi? Enfin, Ah non, on dit pas d'approbation. Hein. Ben, qu'on se considère comme Potterhead. Alors, c'est assez compliqué parce que personnellement, moi j'ai été Potterhead dès t'es 11 ans. dès que la sortie d'Harry Potter. Et Anecdote Harry sur Potter n'a. C'était Qu'est-ce qu'il y a anecdote sur Moony? Petite anecdote sur Moody. Ah non, c'est moi qui la raconte. Quel genre d'anecdote? Ah, Ah, vas-y, il faut savoir. vas-y. Il faut savoir que Moody, quand il était jeune, il attendait la sortie des livres devant la librairie et allait seulement après à l'école. Ah ben non, j'allais pas à l'école. Non, il lisait son livre à l'école.
Ouf, ça c'est pas ça. Je pense que beaucoup c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein. Quand t'es fan d'Harry, bah oui, oui, merci. Ouais. En fait, Potterhead, c'est un terme que je connais depuis seulement très peu de temps. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos, à YouTube, aux réseaux sociaux. Enfin, j'utilisais pas les réseaux sociaux avant, donc La magie. j'ai découvert Potterhead en faisant les vidéos, Ah, en ouvrant lumos.moldu. ouais. Selon vous, à quel moment peut-on Oui, donc ça, oui, on vient d'y répondre. Pensez-vous possible un film Batman contre Harry Potter et qui gagnerait selon vous? Ça tombe bien, ce sont tous les deux des orphelins. Alors, qui gagnerait? Bah, ça dépend. Est-ce qu'on autorise les ceintures et gadgets et les baguettes magiques? Parce qu'avec une baguette Oh oui, magique, c'est ah, pas difficile. Hein. c'est vrai. Donc, merci pour cette question très pertinente. Attends, donc Thibaut, que pensez-vous du fait qu'Harry Potter s'est inspiré de beaucoup d'éléments, caractères et autres venant de l'univers de Tolkien? Coïncidence, inspiration voulue? Alors, il faut savoir que les coïncidences avec l'univers de Tolkien, elles sont voulues, mais tout simplement parce qu'ils partagent une même culture littéraire d'une richesse extraordinaire. Ce sont tous les deux des personnages qui utilisent beaucoup de références à la littérature traditionnelle, oui, aux traditions, au symbolisme. Euh, donc, maintenant, vu que Tolkien est plus ancien, il est évident que J.K. Rowling ait pu s'en inspirer, mais il y a une source commune aussi. Une source commune qui fait que ils ont beaucoup d'éléments de coïncidence, de ressemblance, ce n'est pas par coïncidence. Le simple fait qu'il y ait l'anneau qui rend invisible dans Tolkien et la cape d'invisibilité pour Harry Potter font tous les deux référence à un épisode d'un dialogue de Platon, d'un anneau qui rend invisible. Donc voilà, il y a déjà cette référence à la philosophie platonicienne en commun qui les relie. Ensuite, évidemment, bah, tous les personnages, Neville Londubat qu'on peut évidemment associer avec Sam Gadji. Sam Gadji, tout comme Neville Londubat, sont des personnages de la Terre, euh, des jardiniers. Hein, donc Neville est plutôt spécialisé en botanique, alors que Sam Gadji, il est jardinier, c'est son métier. Donc ce sont des personnages qui savent comment utiliser les fruits de la terre, comment survivre. C'est grâce à Sam que Frodo Sake survit. Il sait comment cuisiner, comment surmonter les épreuves par des moyens purement matériels. Et alors que Frodo, tout comme Harry, ils sont dans des sphères, voilà, ils ont le secret qu'ils partagent avec soit Gandalf d'un côté, soit Dumbledore de l'autre, qui sont un peu les figures gnostiques de l'œuvre. Donc voilà, ce sont ceux qui sont un peu plus dans l'aérien. Mais sans Sam Gamgee, Frodo n'est rien. C'est grâce à Sam, c'est Sam qui porte Frodo à la fin pour monter dans le volcan et jeter l'anneau. Tout comme c'est grâce à Neville que le dernier Horcrux est détruit. Si Harry n'avait pas au dernier moment demandé à Neville de détruire le serpent, quoi qu'il arrive, eh bien très probablement il aurait échoué dans sa mission. Et d'autres coïncidences, il y a trop de similitudes. Encore une fois, ça mériterait une vidéo. C'est une bonne question. Tu peux noter Fini. similitudes Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Mais personnellement, moi, j'adore l'écriture de Tolkien, sa manière, sa poésie.
sa richesse. Une œuvre extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai absolument toute l'œuvre possible de Tolkien, pas seulement la trilogie. J'ai donc la trilogie et l'Hobbit. J'ai aussi toute l'histoire de la Terre du Milieu en 14 volumes. Je les ai ici. Bon, j'ai beaucoup de désordre dans mes affaires, donc je vais pas vous les sortir. Ce serait vraiment très ennuyeux. Mais voilà, j'ai l'œuvre complète de Tolkien. C'est magnifique. Et Harry Potter est dans un autre registre dans l'écriture. C'est une écriture beaucoup plus, je dirais, plus intuitive. Plus facile, certainement. C'est une écriture beaucoup plus facile à assimiler que Tolkien. C'est un peu plus dense. Mais voilà. Est-ce que les films Harry Potter sont fidèles aux livres ou y a-t-il des différences? Alors, merci Isaline. Phoenix. Dans les films, il n'y a pas tout. Mais en fait, les livres sont beaucoup plus complets, où il y a même des choses, comme tu l'as expliqué tantôt, qu'il n'y a même pas du, qu'il y a pas du tout dans le film, que c'est pas du tout comme ça. On a l'exemple de Jim. Ouais. Mais je pense que cette question a été très bien traitée. Alors, je vais essayer de retrouver ce YouTuber. Comment il s'appelle il fait des séries Pourquoi j'ai raison et que vous avez tort. Comment il s'appelle encore ce YouTuber? Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Durandal. Durandal a fait une belle vidéo sur la série Harry Potter dans sa playlist Pourquoi j'ai raison et que vous avez tort. En fait, en gros, dans les livres, il y a évidemment beaucoup de détails qui ne sont pas repris dans un film, sinon il durerait beaucoup trop longtemps, mais pas pour cette unique raison. C'est parce que ça enlèverait tout le rythme du film. Un film repose sur un rythme, c'est comme une belle symphonie. Ou une œuvre musicale, s'il y a trop de latence, l'auditeur perd l'attention. Parce qu'un livre, à part les fans qui lisent un livre d'une traite, il peut faire des pauses, il va manger, il va s'occuper. Un film, tu ne peux pas attirer l'attention beaucoup trop longtemps. On considère en moyenne que le cerveau humain a une concentration, une grande concentration de 4 minutes, la raison pour laquelle les chansons font rarement plus que 4 minutes. 15 minutes d'attention fluctuante. Et pour un film 2 heures, s'il n'y a pas des moments de légèreté, l'auditeur perd le fil. Mais donc, quand on fait un film, il faut tenir compte de la psychologie, du fait que l'auditeur va rester attentif pendant une période de 4 minutes. Ensuite, il va se perdre, donc il faut des moments de légèreté. Et donc voilà, il faut que les scènes se suivent en pensant qu'une scène de grande nervosité ou d'une grande profondeur ne peut pas durer trop longtemps parce que sinon l'auditeur va perdre le fil, il va se sentir complètement noyé et donc il faut un équilibre. Dans un livre, c'est pas du tout la même construction. Le livre est beaucoup plus structurel. Déjà, il doit faire la part des choses entre les descriptions, parce qu'un film, il suffit de montrer un plan et on a tout vu. Un livre, il faut décrire. Alors, il faut trouver un équilibre entre beaucoup de descriptions ou pas beaucoup, laisser l'imagination. Ensuite, il faut faire la part des choses entre faire avancer l'histoire ou s'attarder sur un élément et un peu l'approfondir. Voilà, c'est différent. Écrire, on s'adresse au lecteur personnellement. C'est comme si on chuchotait à la voix du lecteur. Et donc, il faut qu'il se sente proche de l'œuvre. Il faut qu'il ait l'impression que soit c'est écrit à la première personne du singulier, donc que le personnage lui parle à lui en confidence, soit à la troisième personne du singulier, et donc que c'est le narrateur, je pense que je me suis trompé, mais que c'est, oui, le narrateur, donc l'auteur qui lui parle à lui. Il doit se sentir intégré dans l'univers, il doit se sentir investi émotionnellement, parce qu'il doit être investi émotionnellement pour imaginer
l'espace, pour imaginer la scène. Donc il doit avoir envie de s'imaginer tout ça. Il doit se sentir visé personnellement. Alors qu'un film, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne pas comme ça. C'est deux choses différentes. Je m'y connais moins en film, hein, mais c'est pour ça que je propose d'aller voir la vidéo de Durandal sur Harry Potter. C'est que voilà, il faut faire la part des choses, il faut choisir des scènes, mais il faut aussi imaginer que ce film sera vu, il sera contemplé. Donc il faut qu'il y ait de belles images, il faut qu'il y ait un beau rythme, qu'il y ait un beau dialogue. C'est pas du tout la même chose. Les films, j'adore les films, et pourtant je déteste euh, la manière dont ils ont dû couper des scènes. Mais j'adore les films. Mais heureusement que j'ai lu les livres, parce que j'adore les livres et j'adore les films, mais ce sont pas les mêmes, c'est pas la même chose. Que représente l'anniversaire de mort de Nick Quasi-Santé? Maël qui nous demande. Ah, hmm, l'anniversaire de mort. Ben, déjà, c'est un événement qui est ponctuel dans l'histoire. C'est un élément qui sert à introduire autre chose. Donc, c'est pas un événement qui en soi est porteur d'un message, selon moi. Je pense que c'est un passage qui permettait d'introduire la notion de mort, de fête, de vie à travers la mort, et qui devait introduire la scène du message sur le mur avec le sang. Donc, enfin, le sang, ça c'est dans le film. Dans le livre, il n'est pas écrit de sang, mais le message comme quoi la chambre des secrets a été ouverte et le chat pétrifié. Donc, il y a un thème récurrent dans les livres, dans la saga Harry Potter, dans le récit potterien, c'est la mort. En règle générale, c'est la mort. Euh, on comprend à la fin que le message serait d'accepter sa mort pour devenir le maître de la mort. Et donc, le fait d'avoir été invité à un anniversaire de mort de Nicolas, qui lui a été décapité, qui n'est pas content de sa mort, qui n'est pas content de ne pas avoir été entièrement décapité, et donc de ne pas faire partie de la Ligue des cavaliers sans tête ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, quand on est mort, normalement, on n'est plus atteint par ce genre de futilité, et lui, il l'est. Et c'est pour ça qu'il est un fantôme, c'est parce qu'il n'a pas accepté sa mort comme Sirius, par exemple, qui décide de mourir et de partir. Donc il y a quelque chose de l'ordre du pulsionnel, du matériel dans ces fantômes, mais de quelque chose de très vivant aussi. Et donc c'est une manière d'introduire la mort de manière légère. C'est une manière de dire, voilà, il y a la mort, elle existe, le fantôme est là pour en témoigner. Donc l'élève qui est jeune, par définition, il a 11 ans quand il arrive à Poudlard, côtoie la mort. On en a déjà parlé dans la vidéo sur le chapeau magique avec la Vanitas, qui est ces représentations soit de squelettes ou d'éléments qui rappellent la mort. Et donc c'est une manière de rappeler à l'esprit que nous allons mourir et que cette mort se célèbre comme on célébrerait la vie. Et ils choisissent d'aller à cet anniversaire-là plutôt que d'aller à la fête de Halloween, parce que c'est le même soir de Halloween. Ils le regrettent par la suite parce qu'ils auraient bien voulu manger le banquet avec tous les autres élèves, mais une promesse est une promesse. Ils ont promis d'aller à l'anniversaire de leur ami Nicolas, et c'est une manière d'introduire quelque chose. Ils sont privilégiés d'assister à cet événement. Tous n'y assistent pas, et c'est ce privilège qui fait qu'ils vont découvrir le message terrible de l'ouverture de la chambre des secrets, qui annonce une mort, mais une mort par destruction, une mort par concupiscence. Et donc voilà, ils célèbrent la mort et en même temps ils sont introduits d'un mystère plus grand qui va occuper toute l'intrigue de Harry Potter 2. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je n'avais pas de réponse, donc j'essaie de la formuler comme ça. Ça vaudra évidemment la peine d'en parler dans une vidéo Bah, c'est ce que les 4 plus maisons disent. posée. Faudrait faire une vidéo sur les fantômes de Poudlard. Eh ben, on tient note. Noté, c'est noté. De rien, Maëlle. Ouais, ben voilà. Isaline. Quelques arguments. Si tu veux t'évader dans un Alors, monde, qu'est-ce que tu entends par quelques arguments pourquoi est-ce que tu devrais lire? parce que c'est une histoire formidable. Oui, mais ça ne tient qu'à moi. Euh, hmm. Pourquoi est-ce que on devrait lire Harry Potter? Ça, c'est à chaque Potterhead de répondre. Moi, je pense qu'à travers cette série, euh, le lecteur apprend à se connaître soi-même. Euh, c'est un peu comme cette inscription sur le frontispice de DS Delphes. C'est Connais-toi toi-même, repris par c'est Socrate qui dit ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est une œuvre qui permet, je pense, au fil des 7 livres, de se connaître soi-même. Pas de connaître un univers, de connaître une histoire, une intrigue, de ressentir des émotions ou de connaître. C'est pas une connaissance d'un quelque chose de l'ordre du tangible. Voilà, c'est quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que c'est à travers cette incursion dans un monde fantastique, le lecteur apprend à connaître en même temps que Harry se connaît lui-même, apprend à se connaître. En soi, c'est ça. Harry, il a 11 ans, il ne sait pas qui il est, il ne connaît rien de son passé. Il commence à se poser des questions et il a le sentiment de ne pas appartenir, de ne pas avoir sa place. Et lorsque le serpent du zoo lui, lorsque le serpent du zoo euh, lui parle, il lui demande d'où tu viens, et le serpent lui dit du Brésil. Et lui dit ah ben c'était bien le Brésil. Et le serpent lui dit ben je n'en sais rien, je suis né en captivité. Donc c'est assez contradictoire. Le serpent lui dit voilà, je viens d'un pays lointain, mais je ne peux pas en témoigner parce que je suis né en cage. Et ça rappelle très fortement le mythe de Platon, le mythe de la. C'est pas un mythe, c'est l'allégorie de la caverne des hommes. Donc c'est en gros ce que Matrix traite. C'est des hommes sont enfermés dans une réalité. Ce qu'ils voient du monde, ce sont des ombres projetées à partir d'objets, mais ils ne voient pas le monde réel. Et donc, ce serpent, il sait qu'il vient du Brésil parce que c'est un serpent du Brésil, mais il n'a jamais été au Brésil. Et Harry va libérer sa cage et il va donc faire disparaître cette vitre qui est transparente. Donc c'est un mur d'illusion et il va pouvoir partir. En fait, en libérant le serpent, il se libère lui-même. C'est à partir de cet instant qu'il va découvrir qu'il est un sorcier, il va découvrir la vérité sur ses parents, il va connaître cette connexion avec Voldemort, il va connaître, il va vivre plein de choses qui fera en sorte qu'il va se découvrir de plus en plus. C'est juste pour dire, Monique, que le live va se couper dans 5 secondes. C'est vrai? Oui, dans 3, 2, 1.